J'ai pendu cette photo interdite à l'entrée du hall principal de la Tour Eiffel des Affaires, là où les cadres en costume 3 pièces se pressent comme des ombres grises sous la pluie parisienne, et en 3 heures, le conseil d'administration m'implorait à genoux de la retirer avant que le scandale n'éclate comme une bombe dans les couloirs du pouvoir. Ce n'était pas une photo ordinaire, c'était le visage de mon frère, mort depuis 10 ans, accusé à tort d'un meurtre qu'il n'avait pas commis, et dont le fantôme hante encore les murs de cette entreprise qu'il a sacrifiée pour sauver sa peau. J'ai regardé les vigiles hésiter, leur talkie-walkie crachotant des ordres paniqués, et j'ai souri pour la première fois depuis des années, parce que la vengeance, en France, n'est pas un plat qui se mange froid. C'est un poison qu'on distille goutte à goutte, jusqu'à ce que l'âme de l'ennemi se noie dans son propre mensonge. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'a vu naître et me briser 2 fois. La première fois, c'était en 2015, dans les sous-sols humides d'un commissariat du 16e arrondissement, où l'on m'a menotté pour un crime que je n'avais pas commis. L'empoisonnement d'un collègue de travail, un certain Laurent Duval, cadre moyen chez Lumière Industries, la multinationale qui domine le secteur des énergies renouvelables depuis les Champs-Élysées jusqu'aux banlieues grises de Seine-Saint-Denis. J'avais 28 ans, fraîchement diplômé de Sciences Po, avec des rêves de justice sociale et un poste de consultant en éthique environnementale. Ironie du sort, n'est-ce pas? On m'a accusé parce que j'étais le seul à avoir accès au laboratoire ce soir-là, et parce que Duval était sur le point de révéler un scandale. Des panneaux solaires défectueux qui avaient causé des incendies dans des HLM populaires, tuant des familles entières. Mais la vérité, la vraie, c'était que mon frère aîné, Alexandre, avait tout avoué à ma place. Il travaillait comme ingénieur en chef chez Lumière, et pour me protéger, son petit frère idéaliste, il avait pris la chute. C'est moi qui ai trafiqué les échantillons, avait-il déclaré aux flics, les yeux baissés, pendant que je hurlais mon innocence dans la salle d'interrogatoire voisine. On l'a condamné à 20 ans, et 3 mois plus tard, il s'est pendu dans sa cellule de la prison de Fresnes. Suicide, ont dit les rapports officiels. Mensonge, ai-je appris bien plus tard. La deuxième brisure est venue plus subtilement, comme un vin rouge qui tache l'âme sans qu'on s'en rende compte. C'était en 2023, 8 ans après, quand j'ai été réintégré chez Lumière grâce à un avocat ailé qui avait flairé l'erreur judiciaire. On m'a offert un poste de vice-directeur des affaires internes, avec un bureau vitré surplombant la Seine, et une prime pour les désagréments passés. J'ai accepté, non par ambition, mais par soif de vérité. Et là, j'ai rencontré Élise. Élise Moreau, la directrice des ressources humaines, une femme aux cheveux châtains coupés au carré, aux lèvres toujours peintes en rouge sang, et à la voix qui susurrait des promesses comme les sirènes de la Loire. Elle était mariée à Bertrand Duval, le frère cadet de la victime. Oui, ce même Duval empoisonné. Ironie française, encore une fois. Les Duval dirigeaient Lumière depuis 3 générations, une dynastie de requins en cravate qui avait transformé l'entreprise en empire vert, subventionné par l'État et les fonds européens. Élise m'a séduit lors d'un cocktail au Fouquet's, sous les lustres en cristal qui pleuraient leur lumière sur des rires forcés. « Tu portes le poids d'un fantôme », m'a-t-elle dit en effleurant mon poignet, ses ongles vernis comme des lames. J'ai cru qu'elle compatissait. J'ai couché avec elle cette nuit-là, dans une suite de l'hôtel Plaza Athénée, et pendant des mois, nous avons dansé cette valse interdite. Rendez-vous clandestin à Montmartre, dîner volé dans des bistrots de Belleville, et des murmures d'amour qui masquaient le poison sous-jacent. Mais Élise n'était pas une amante, elle était une espionne. Mieux, une marionnette. Bertrand Duval, son mari, l'avait envoyée pour me sonder, pour s'assurer que je n'avais pas percé le secret familial. Car le meurtre de Laurent n'en était pas un, c'était un suicide assisté. Laurent Duval, rongé par la culpabilité d'avoir falsifié les rapports sur les panneaux solaires, ceux qui avaient tué 23 personnes dans un immeuble de Clichy en 2014, avait avalé le cyanure lui-même, dans le labo, pour en finir. Mais la famille Duval, pour protéger leur fortune et leur nom, avait monté un complot, accusé un employé lambda, mon frère, qui avait justement découvert les irrégularités et menacé de tout balancer à la presse. Alexandre avait été piégé, forcé à confesser sous la menace de me faire porter le chapeau. Et Élise, elle savait tout. Nos nuits d'amour n'étaient qu'un piège, un moyen de me garder sous surveillance, de s'assurer que mes recherches sur l'affaire restaient enterrées dans les archives poussiéreuses de Bercy. J'ai découvert la vérité un soir de novembre pluvieux, alors que les feuilles mortes collaient au pavé de la rue de Rivoli comme des plaies ouvertes. J'étais rentré plus tôt de l'usine de Nanterre, où je supervisais un audit interne, et j'ai trouvé Élise dans mon appartement du Marais, penchée sur mon ordinateur portable. L'écran affichait les dossiers que j'avais exhumés, les enregistrements audio d'Alexandre en cellule, où il suppliait le gardien de transmettre un message à notre mère. « Dis-lui que c'était Duval, pas moi », effacé par la police sur ordre du procureur, un ami des Duval. Élise s'est retournée, son visage pâle comme un masque de porcelaine, et au lieu de nier, elle a ri. Un rire bas, théâtral, comme dans une pièce de Molière revisitée par Hitchcock. « Tu croyais vraiment que je t'aimais, Étienne ? Ton frère était un imbécile idéaliste, comme toi.
Il méritait sa fin. J'ai bondi, la gorge nouée par une rage qui remontait des abysses, et je l'ai giflée, un claquement sec qui a résonné dans la pièce comme un verdict. Elle s'est effondrée, non pas de douleur, mais de calcul. Frappe-moi encore, et je crie que tu m'as violé. Qui croira un ex-tolard contre la femme du vice-président? Je l'ai laissé partir, tremblant, les poings serrés jusqu'au sang. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché le long de la Seine, sous les ponts où les SDF murmurent leur propre vengeance, et j'ai décidé. La revanche ne serait pas un meurtre, ni un scandale tapageur. Non, ce serait français jusqu'à l'os, lent, raffiné, impitoyable. J'ai fouillé les archives de Lumière, piratant les serveurs avec un logiciel basique appris sur le dark web. Merci, les geeks de la Sorbonne. J'ai trouvé les preuves. Des emails chiffrés entre Bertrand Duval et le procureur, des virements occultes vers la prison de Fresnes pour faciliter le suicide d'Alexandre, et même une note manuscrite de Laurent. Je ne peux plus vivre avec ça. Protéger la famille. Mais le clou, c'était la photo. Une Polaroid Johnny, prise en 2014 dans le labo. Laurent et Alexandre, côte à côte, souriant devant les prototypes solaires. Derrière, griffonné à la main. Il sait. Éliminez-le. Signé B. Duval. Le lendemain, j'ai agi. Pas de tweet rageur, pas de fuite à Mediapart. Non, j'ai choisi le symbole. La tour Lumière, ce monolithe de verre et d'acier au cœur du quartier La Défense, avec son hall d'entrée monumental où trône une sculpture abstraite de César. Compression, ironie, compresser la vérité pour la faire exploser. À 7 heures du matin, avant l'arrivée des employés, j'ai escaladé l'escalier roulant arrêté pour la nuit, un marteau dans une main et la photo agrandie en format A0 dans l'autre. J'ai cloué le cadre au mur principal, juste sous les logos corporate rutilants, avec un panneau explicatif tapé à la machine « Alexandre Leblanc, innocent, tué par Lumière Industries ». La vérité éclate. Les vigiles m'ont vu sur les caméras, mais j'avais désactivé les alarmes avec un badge volé à Élise. Petit cadeau de notre idylle empoisonnée. 3 heures plus tard, comme l'horloge de la tour sonnait 10 heures, le chaos s'est déchaîné. J'étais assis dans le café d'en face, un croissant à moitié mangé devant moi, observant la fourmilière s'agiter. Des sirènes de police hurlaient au loin, mais c'était déjà trop tard. Des employés avaient snappé la photo, posté sur LinkedIn et Twitter, pardon, X, et le hashtag Lumière Mensonge explosait comme une émeute de gilets jaunes. Bertrand Duval lui-même est descendu, flanqué de 2 avocats en Bentley noir, et m'a abordé dans le café, le visage livide sous son bronzage artificiel de Saint-Tropez. « Étienne, mon vieux, c'est une erreur. Retire ça, et on oublie tout. Un poste au conseil, 2 millions d'euros, et Élise. Elle regrette. » J'ai ri, un rire qui m'a surpris moi-même, rauque et ancien. Élise regrette, comme elle regrettait de m'avoir sucé pour me soutirer des aveux. Les avocats ont blêmi, Duval a rougi comme un coq de Bresse égorgé. Mais la vraie tempête a éclaté l'après-midi, quand la presse a débarqué. Le Monde, Libération, même France Info avec leurs micros tendus comme des baïonnettes. J'ai tenu une conférence improvisée sur le trottoir, sous la pluie fine qui perlait sur les verrières, racontant tout, la confession forcée d'Alexandre, le chantage, le suicide maquillé. Lumière n'est pas verte, elle est pourrie jusqu'à la moelle, ai-je déclaré, et la foule d'employés, passants, activistes écolos, a applaudi, hué, divisé. Certains criaient « Justice pour Alexandre ». D'autres « Calomnie ». Duval est un saint. Le conseil d'administration m'a supplié en visioconférence depuis leur bunker de Neuilly « Ne dis rien de plus, Étienne. On ouvre une enquête interne. Pitié. » Pitié? Le mot m'a fait vomir. Pourtant, la vengeance n'était pas achevée. Élise m'a contacté ce soir-là, depuis un numéro masqué. « Reviens, mon amour. C'était un jeu. Bertrand ne sait rien. » Un jeu? J'ai enregistré l'appel et l'ai leaké anonymement sur un forum de hackers parisiens. Le lendemain, les tabloïds titraient « L'amante du scandale. Élise Duval piégée PAR son propre mari. » Elle a nié, bien sûr, accusant un ex-amant jaloux, moi en l'occurrence. Mais les preuves s'accumulaient, nos textos, les hôtels, et maintenant cet appel où elle offrait tout pour mon silence. Bertrand l'a quittée publiquement lors d'une interview larmoyante sur BFM, la traitant de « serpent dans le jardin d'Éden ». Elle a tenté de se suicider, paraît-il, avec des somnifères dans leur villa de Deauville. Sauvée in extremis. J'ai hésité, une seconde, à lui envoyer des fleurs, des roses noires, pour le deuil de notre illusion. Mais non. La trahison ne mérite pas de pitié. Les semaines suivantes ont été un tourbillon UAM. Audition au palais de justice, où le procureur, ce même larbin des Duval,
tentait de me discréditer comme un déséquilibré vengeur. Ma mère, veuve usée par le chagrin dans notre maison de banlieue à Vincennes, a témoigné, les yeux rougis. Mon fils a été assassiné 2 fois, d'abord par le mensonge, ensuite par l'oubli. Les jurés ont été divisés. Certains voyaient en moi un héros, un Zola moderne dénonçant l'affaire Dreyfus des temps modernes. D'autres, un terroriste domestique ruinant des emplois et l'économie verte. Lumière a perdu 40% en bourse, des usines ont fermé à Lille et Marseille, des milliers de familles ont pleuré. Étaient-elles des victimes collatérales de ma rage ? J'ai goûté à la culpabilité, cette sauce amère de la revanche française, mais elle n'a pas étouffé le feu. Puis vint le twist, celui qui m'a presque brisé pour la 3e fois. Au cœur du procès, en pleine audience au tribunal de grande instance de Paris, un témoin surprise est entré, Laurent Duval lui-même. Pas mort. Pas empoisonné. Vivant, sous une nouvelle identité, exilé en Suisse depuis 2015, protégé par un accord secret avec les Duval. Il avait simulé sa mort pour fuir la culpabilité, et la famille avait couvert, sacrifiant Alexandre comme bouc émissaire. « J'ai vu ton frère ce soir-là », a-t-il déclaré d'une voix chevrotante, sous les flashs des photographes. Il voulait m'aider à confesser. J'ai paniqué, j'ai mis le cyanure dans ma propre tasse, mais j'ai renversé le tout sur lui pour le faire accuser. C'était un accident. Ou presque. La salle a explosé. Cris, pleurs, pugilat entre avocats. Bertrand Duval s'est effondré en sanglots, avouant tout. Le chantage, les pots de vin, l'ordre aux gardiens de laisser la porte ouverte pour le suicide d'Alexandre. Élise, du banc des accusés, m'a fixé d'un regard qui n'était plus haineux, mais brisé. « Je ne savais pas pour Laurent », a-t-elle murmuré, et pour la première fois, j'ai cru qu'elle mentait par omission, pas par malice. Le verdict ? Un mélange de catharsis et de chaos. Lumière a été nationalisée partiellement, sous tutelle de l'État, avec des indemnités pour les victimes des incendies et pour la famille Leblanc, 5 millions, dont un pour le souvenir d'Alexandre. Bertrand a écopé de 15 ans pour obstruction à la justice. Élise, de 5 pour complicité. Moi, absolution, avec une mise en probation. Monsieur Leblanc, votre soif de vérité honore la République, mais votre méthode divise la nation. J'ai quitté la cour sous les acclamations mitigées, certains me traitant de justicier, d'autres de pyromane. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, je vis à Bordeaux, dans une vignoble modeste, écrivant des mémoires que personne ne lira, ou peut-être que si, pour alimenter les débats interminables sur la justice française, cette machine rouillée qui broie les innocents et crache les coupables. La vengeance m'a libéré, mais à quel prix ? J'ai sauvé l'honneur de mon frère, mais j'ai détruit des vies. Élisère dans une clinique psychiatrique de Lyon, hanté par ses propres fantômes. Les employés de Lumière maudissent mon nom lors de leur licenciement. Et Laurent ? Il s'est suicidé pour de bon, cette fois, laissant une lettre. « Pardonne-moi, Étienne. La lumière était trop vive. » Était-ce justice, ou juste une spirale de ténèbres ? Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses catacombes secrètes, ne répond pas. Elle se contente de hausser les épaules et d'attendre la prochaine trahison. Revenons en arrière, car la vengeance n'est pas une ligne droite, mais un labyrinthe de souvenirs empoisonnés, comme ces ruelles du quartier latin où Baudelaire errait en quête d'absinthe et de damnation. Après la découverte de la trahison d'Élise, je n'ai pas foncé tête baissée dans la tourmente. Non, j'ai patienté, comme un fromager affiné son comté, lent, méthodique, jusqu'à ce que le goût devienne irrésistiblement amer. Les premiers jours, je me suis enfermé dans mon appartement, une mansarde étroite sous les toits du 3e arrondissement, où les pigeons roucoulent des complaintes sur les gouttières. J'ai compulsé les dossiers, jour et nuit, sous la lueur jaunâtre d'une lampe de bureau qui projetait des ombres comme des spectres accusateurs. Chaque email, chaque note comptable, était une lame. Voici le virement de 500 000 € de lumière vers le compte offshore d'un juge à Nice. Là, la transcription d'un appel où Bertrand Duval ordonne à son homme de main, un ex-paranommé Garnier, de suggérer à Alexandre l'idée du suicide. Dis-lui que sa famille paiera s'il parle, chuchote la voix nasillarde de Duval, et j'entends encore l'écho de mon frère, ce géant doux aux mains calleuses d'ingénieur, suppliant pour une clémence qu'il n'aura jamais. Ma mère m'appelait tous les soirs, sa voix chevrotante filtrée par le réseau capricieux de France Télécom. « Étienne, mon petit, ne creuse pas trop profond. Les morts restent morts, mais les vivants. Ils mordent. » Elle avait raison, bien sûr. Après la mort d'Alexandre, elle s'était recroquevillée dans notre maison de banlieue, un pavillon modeste à Vincennes avec un jardin envahi par les ronces, où elle cultivait des roses fanées en mémoire de son aîné. Père était parti trop tôt, emporté par un cancer du poumon contracté à l'usine Renault de Billancourt, et Alexandre avait été son pilier. Le fils prodige qui payait les factures, qui rêvait de changer le monde avec ses inventions solaires. Moi, j'étais l'artiste raté, le philosophe en herbe qui lisait Camus dans les cafés de la place de la Contrescarpe. « Tu es comme ton père »,
me disait-elle, toujours à questionner l'injustice, mais jamais à la vaincre. Ironie. C'est Alexandre qui avait vaincu, en se sacrifiant, et maintenant, c'était à moi de porter l'épée. Pourtant, la solitude me rongeait. J'ai tenté de boire, ces vins bordelais corsés qui noient les regrets sans les effacer, dans des bars enfumés de Bastille ou des poètes maudits déclamant Verlaine. Mais l'alcool ne suffisait pas, il fallait un allié. C'est alors que j'ai contacté Victor, un ancien condisciple de Sciences Po, devenu journaliste freelance pour le Canard enchaîné. Victor était un gnome malicieux, avec une barbe rousse en broussailles et des lunettes rondes qui glissaient sur son nez crochu, toujours prêt à renifler le scandale comme un terrier la truffe. Nous nous sommes rencontrés dans un zinc de la rue des Martyrs, sous les portraits jaunis de Rimbaud et Verlaine, et je lui ai tout déballé, sauf la photo, mon atout-maître. « C'est du lourd, Étienne », a-t-il sifflé en sirotant son pastis, les yeux pétillants. Les Duval, c'est la noblesse industrielle française, alliée à Macron pour les subventions vertes, invité au dîner de l'Élysée. Si on balance ça, c'est la guillotine médiatique. J'ai hoché la tête, mais intérieurement, je calculais. Victor serait mon porte-voix, mais pas avant le clou dans la photo. Pas encore, ai-je dit. Laisse-moi les premiers coups. En parallèle, Élise tentait de me harceler. Des messages codés sur WhatsApp. Tu me manques. C'était pour nous protéger. Puis, des appels anonymes où sa voix, altérée par un modulateur, suppliait « Bertrand est fou. Il va te détruire. » J'ai feint l'hésitation, répondant par des silences calculés, pour la laisser s'enfoncer. Car Élise était le maillon faible des Duval, ambitieuse, manipulatrice, mais fissurée par une enfance misérable dans les HLM de Créteil, où son père, ouvrier chez Peugeot, s'était suicidé après un licenciement. Elle avait gravi l'échelle sociale en épousant Bertrand, mais au prix de son âme. Je le savais, parce qu'elle me l'avait confié lors d'une nuit à l'hôtel de Crillon, nue sous les draps de soie, murmurant « Je et les Duval autant qu'eux-mêmes ». Mensonge? Vérité? Peu importait, je l'utiliserais. Le plan se précisait lors d'une promenade au Père-Lachaise, ce cimetière romantique où les tombes de Chopin et Proust veillent sur les âmes perdues. J'ai visité la pierre d'Alexandre, une dalle anonyme, car la famille avait payé pour effacer son nom, et là, sous les chênes centenaires, j'ai juré « Frangin, je vais les faire saigner sans les tuer. » Une hémorragie lente, comme un foie gras trop cuit. De retour à Paris, j'ai falsifié des documents, rien d'extravagant, juste des tampons volés et des signatures photoshopées, pour infiltrer le gala annuel de Lumière au Carrousel du Louvre. Vêtu d'un smoking emprunté, je me suis glissé parmi les élites, ministres, célébrités écolos, et bien sûr, les Duval en majesté. Bertrand, bedonnant dans son queue de pie, toquait des flûtes de champagne avec un sénateur PS. Élise, éblouissante en robe fourreau écarlate, papillonnait comme une menthe religieuse. Je l'ai abordée près des statues helléniques, sous les voûtes illuminées. « Danse avec moi », ai-je murmuré, et elle a pâli, mais suivi, ses talons claquant sur le marbre comme des menottes. Sur la piste, au rythme d'un valse de Strauss remixé électro, je lui ai glissé « Je sais pour Laurent. Il n'est pas mort. » Ses yeux se sont écarquillés, un cerf pris dans les phares de la vérité. « Comment ?» J'ai souri. « Ton mari n'est pas le seul à avoir des secrets. » Elle a trébuché, s'accrochant à moi, et dans un souffle, « Aide-moi à le quitter. On s'enfuit, à Lisbonne ou à Marrakech. » Tentation, fugitive comme un mirage dans le désert du Sahara. J'ai failli craquer, imaginer une vie loin des Duval, avec elle comme pénitente. Mais non. Trop tard, ma belle. La photo est déjà en route. Le lendemain, l'enfer s'est déchaîné plus tôt que prévu. Un employé zélé, un stagiaire de l'ESSEC que j'avais grassement payé pour distraire les vigiles, avait mal calculé. La photo a été découverte à 6 heures, par le concierge, un vieux breton bourru nommé Le Goff. Il a appelé la sécurité, mais pas avant d'alerter son fils, un activiste chez Greenpeace, qui a tweeté l'image avec la légende « Le capitalisme vert est un cimetière ». À 8 heures, c'était viral. 50 000 retweets, des mèmes avec la tête de Duval sur un corps de vampire suceur de subventions. J'ai regardé de mon café, le cœur battant comme un tambour de la Bastille, tandis que les cars de la CRTF bloquaient la place de la Défense. Bertrand m'a traqué jusqu'à mon bureau, où je feignais l'innocence, triant des rapports sur les émissions carbone. Il a claqué la porte, le visage congestionné. « C'est toi, hein? Cette merde de photo. » J'ai levé les yeux, calme comme un lac de Genève. Moi? Je suis juste un employé loyal, monsieur le vice-président. Il s'est approché, menaçant, son haleine chargée de cognac. Ton frère était un traître. Il a volé nos brevets pour les vendre aux Chinois. On l'a juste encouragé à se taire. Aveu? Erreur fatale.
J'ai activé l'enregistreur sur mon téléphone, caché dans la poche. Encouragé comment, exactement? Il a bafouillé, réalisant trop tard, et s'est retiré, marmonnant des menaces de licenciement. Ce soir-là, Élise m'a rejoint dans un motel sordide de la porte de Clignancourt, loin des yeux parisiens. Elle pleurait, le maquillage coulant comme des larmes de clown. Bertrand va me tuer. Il sait pour nous. J'ai failli la consoler, la serrer contre moi comme autrefois. Au lieu, je lui ai tendu un dossier, les preuves de son implication, email où elle validait les virements à la prison. Choisis ton camp, Élise. Ou tu témoignes contre lui, ou tu coules avec. Elle a hésité, ses lèvres tremblantes, puis a arraché les feuilles, les déchirant en lambeaux. Jamais. Les Duval sont ma famille. Trahison finale, plus profonde que la Seine. Je l'ai laissé partir, brisé, sachant que le poison ferait son œuvre. Les jours suivants ont été une danse macabre, manifestation devant la tour, avec des pancartes « Justice pour le blanc » et des contre-manifs d'employés « Sauvez nos jobs ». La presse m'a dépeint en anti-héros, héros pour les gauchos de Libé, paria pour les éditos du Figaro. Victor a publié son premier article, Les Duval et le fantôme vert, et les actions de Lumière ont chuté de 15%. Mais le vrai coup est venu d'un allié inattendu, la veuve de Laurent Duval, une aristocrate déchue nommée Isabelle, qui m'a contacté via un notaire. Mon mari n'était pas un monstre. Il était déprimé. Les Duval l'ont forcé à se cacher. Elle voulait témoigner, laver son nom. J'ai refusé. Trop risqué. Laissez-moi finir. Bientôt, le piège se resserrait. Garnier, l'ex-para, m'a abordé dans un parking souterrain de la Défense, une lame à la main. Duval dit bonsoir. J'ai esquivé, le frappant au plexus avec une clé à molette de mon coffre. Il s'est écroulé, gémissant, et j'ai murmuré « Dis à ton patron que le fantôme de mon frère vient pour lui ». Pas de police, cela aurait alerté les Duval. Au lieu, j'ai filmé la scène, anonymement renvoyé à la brigade financière. La tension montait, UAM comme un ciel d'orage sur Montparnasse. Ma mère, sentant le vent tourner, m'a supplié de fuir à la campagne, chez notre tante en Provence. Les vendettas finissent mal, mon fils. Mais je ne pouvais pas. La photo n'était que le début. Le procès serait l'apothéose. Le procès s'est ouvert un matin de février glacial, sous la coupole du palais de justice, cette forteresse gothique qui a vu défiler les sorcières de l'Ancien Régime et les collabos de Vichy. L'air était saturé d'humidité, comme si la Seine elle-même pleurait les injustices enfouies dans ses berges boueuses. J'étais assis au banc des plaignants, flanqué de mon avocat, un jeune loup de la cour de cassation nommé Thibault, aux costumes impeccables et aux verbes acérés comme une guillotine. En face, les Duval, Bertrand, défendus par Meux. Lagrange, le ténor des affaires politico-financières, un homme aux cheveux argentés et au sourire de requin. Élise, pâle et défaite, portant un tailleur gris qui la faisait ressembler à une nonne repentie. La salle était bondée, journalistes, familles des victimes des incendies, employés de lumière en costume sombre, et même des écolos radicaux avec des badges Extinction Rebellion. Le juge, une femme austère nommée Madame Duval, ironie du sort, sans lien apparent, a tapé du marteau, ouverture des débats dans l'affaire Leblanc contre Lumière Industrie et consorts. Les premières semaines ont été un ballet de témoignages lénifiants, conçus pour anesthésier le jury, 12 citoyens lambda, des profs de banlieue aux retraités de Neuilly, censés représenter la France profonde. Mais Lagrange a ouvert pour la défense. Messieurs, dames, ce que M. Leblanc appelle vengeance n'est qu'une calomnie orchestrée par un homme brisé par le deuil, prêt à tout pour un chèque à 7-0. Il m'a dépeint en monstre, ex-détenu, même si innocenté, amant adultère, hacker amateur. Des photos truquées circulaient, moi, ivre dans un bar, l'air menaçant. Le public murmurait, divisé. J'ai vu des regards compatissants, d'autres haineux. Puis vint mon tour. Thibault m'a fait monter à la barre, et j'ai parlé, non pas en cris, mais en murmures mesurés, comme un confesseur dans une église de Chartres. Mesdames, messieurs, je ne suis pas ici pour la gloire ou l'argent. Je suis ici pour Alexandre, mon frère, qui a porté le poids d'un mensonge qui l'a tué 2 fois. J'ai décrit la nuit fatidique, le labo de Nanterre, les flacons de cyanure alignés comme des sentinelles, Alexandre rentrant tard, paniqué, me confiant, Étienne, Duval a falsifié les tests. Des familles vont mourir. Puis l'arrestation, sa confession forcée. J'ai joué l'enregistrement piraté, la voix d'Alexandre brisée. C'est moi. Pour protéger mon frère. La salle a frissonné. Une femme dans le jury a pleuré. Mais Lagrange a contre-attaqué férocement. Il a appelé Garnier, l'ex-para, amnistie en échange de témoignages. Monsieur Leblanc m'a agressé dans un parking. Il est violent, instable.
Mensonge, mais crédible. Le jury fronçait les sourcils. Puis Élise, sous serment, a nié tout. Étienne était obsédé. Nos relations étaient consenties, mais il inventait des histoires pour me discréditer. Ses yeux évitaient les miens, mais je voyais la fissure. Ses mains tremblaient sur la Bible. J'ai failli craquer, hurler la vérité sur nos nuits, mais Thibault m'a retenu. Pas encore. Laissez-la pourrir. Le tournant est survenu mi-procès, lors d'une audience fermée sur raison d'État. Le procureur d'alors, un certain Delacroix, a été cité. Il avait couvert l'affaire pour préserver l'emploi national. Sous les projecteurs impitoyables, il a craqué. Les Duval ont menacé ma carrière. J'ai effacé les preuves. Aveu explosif. Les journaux du soir titraient « Complot au sommet, la justice française à nu ». Manifestations ont éclaté place Vendôme avec des fumigènes et des slogans « Pas de justice, pas de paix ». La police a chargé, gaz lacrymogène flottant comme un brouillard de regrets. Pourtant, les Duval contre-attaquaient en sous-main. Une nuit, après une session épuisante, je suis rentré chez moi pour trouver l'appartement ravagé. Dossier brûlé dans l'évier, ma mère menacée par un appel. Arrête, ou elle saute du pont. Panique. J'ai déplacé maman à la campagne, chez notre oncle à Avignon, sous protection d'un flic incorruptible que Victor connaissait. Moi, j'ai dormi avec un revolver, hérité d'Alexandre, un vieux manurin de l'armée, sous l'oreiller, veillant comme un loup dans la nuit parisienne. Victor, mon allié fidèle, creusait de son côté. Il a déterré un scandale annexe. Les Duval finançaient un lobby anti-réglementation environnementale, versant des fonds à des think tanks complotistes qui niaient le changement climatique. C'est le chaînon manquant, m'a-t-il dit lors d'un déjeuner au Procope, le plus vieux café de Paris, où Voltaire jadis raillait les puissants. Ça divise le jury, les Verts contre les libéraux. Effectivement, les débats ont fait rage. Un juré, un ingénieur de Total Energy, accusait Alexandre d'espionnage industriel. Une professeure de géopolitique plaidait pour la transparence. Élise, elle, s'effritait. Après son témoignage, elle m'a glissé un mot lors d'une pause. « Rencontre-moi ce soir. » Tout te dire. Curiosité ou piège. J'y suis allé, dans un bar discret de Saint-Germain-des-Prés, sous les portraits de Sartre et Beauvoir. Elle était là, les yeux cernés, un verre de Calva à la main. Laurent vit. Bertrand le cache en Suisse. Il prépare son retour pour témoigner contre nous tous, contre moi, pour me punir d'avoir failli. Aveu partiel. J'ai pressé, pourquoi me dire ça? Elle a touché ma main, électricité résiduelle. Parce que je t'aime encore, Étienne. Aide-moi à fuir. Tentation, encore. J'ai retiré ma main, trop tard. Tu as choisi. Elle est partie en larmes, mais j'avais enregistré, preuve supplémentaire. Le procès s'enlisait, UAM comme un polar de Simenon. Rebondissement, trahison, nuit blanche. Ma santé fléchait, des migraines me terrassaient, vision d'Alexandre pendu dans sa cellule, sa langue gonflée comme un fruit pourri. Le juge a suspendu une semaine pour réflexion, et Paris a bouillonné. Pétition en ligne atteignant 200 000 signatures, boycott de produits Lumière dans les monoprix. Bertrand, acculé, a tenté un deal, 10 millions pour mon silence. J'ai refusé par huissier, la vérité vaut plus que l'or des Duval. Puis, le twist tant attendu, l'apparition de Laurent. Annoncé par un fax anonyme à Thibault, il est entré en salle d'audience, vieilli, voûté, un fantôme en chair et en os. « Je suis vivant », a-t-il déclaré, voix rauque. La salle a explosé en un chaos symphonique. Cris, flash, le juge tapant furieusement. Laurent a tout avoué, la simulation de mort, le chantage à Alexandre, le cyanure accidentel. J'ai renversé le poison sur lui pour le faire accuser. C'était de la panique, pas du meurtre. Bertrand s'est levé, hurlant « Traître ! Tu étais protégé !» Fracassant. Mais le vrai choc. Laurent a produit une lettre d'Alexandre, écrite en cellule. « Si je meurs, dis la vérité à Étienne. » Les Duval paieront. Forgé, authentique, experts graphologues ont été appelés, débats enflammés. Le jury était scindé, moitié pour la pitié envers Laurent, victime du système, moitié pour la rage contre les Duval, dynastie maudite. Élise, brisée, a craqué le lendemain. Témoignage surprise, accusant Bertrand de l'avoir forcé à m'espionner. Il me battait si je refusais. Preuve. Photos de bleu, dossiers médicaux. Bertrand a nié, mais le doute s'insinuait. La salle, tendue comme un arc, attendait le verdict, tandis que dehors, Paris grondait, émeutes écolos, citiennesse ouvriers, une France fracturée par ma vengeance. À mesure que le procès s'éternisait, Paris se muait en arène.
Un colisée moderne où les gladiateurs étaient des mots et des preuves, et le sable taché du sang des innocents. Les débats ne se limitaient plus à la salle d'audience. Ils infestaient les bistrots de la rive gauche, les plateaux télé de CNews et France 2, les fils de X où les trolls anonymes crachaient leur bile. Leblanc vengeance divisait le pays. Pour les uns, j'étais le justicier d'une république corrompue, un Émile Zola 2.0 réhabilitant son frère comme j'accuse. Avait lavé Dreyfus. Pour les autres, un démagogue populiste ruinant l'économie, un Robin des Bois qui vole aux pauvres, les employés, pour donner aux morts. Des sondages IFOP titraient 52% pour la transparence à tout prix, 48% pour la stabilité nationale. La fracture, béante comme la crevasse du Vercors. Ma vie, pendant ce temps, était un exil intérieur. J'avais quitté mon appartement du Marais pour un hôtel anonyme près de la gare de Lyon, un bouge au mur tapissé de papier floraux d'étain, où les cafards dansaient la java sur les moquettes usées. Victor me rendait visite, apportant des cigares cubains volés et des ragots frais. Le Figaro appelle ça l'affaire du siècle, mais les Duval achètent les éditos. Méfie-toi. Je me méfiais, oui, des ombres dans les couloirs, des voitures qui ralentissaient devant l'hôtel, un sentiment d'être traqué comme un renard dans les sous-bois de Fontainebleau. Ma mère, depuis Avignon, envoyait des colis de tapenade et de lavande. Mange, mon fils, la vengeance creuse l'estomac. Elle avait raison. Je maigrissais, hanté par des cauchemars où Alexandre me reprochait « Tu détruis pour venger, mais qui te vengera, toi ?» Les audiences reprenaient, plus féroces. Après l'apparition de Laurent, Lagrange avait contre-attaqué avec un bataillon d'experts. Psychologue diagnostiquant chez moi un trouble de stress post-traumatique avec tendance paranoïaque. Économiste quantifiant les dommages collatéraux, 5000 emplois menacés, 2 milliards d'euros de pertes pour l'État en subventions vertes. Monsieur Leblanc n'est pas un héros. C'est un terroriste économique, tonnait Lagrange, et le jury hochait la tête. Ces citoyens ordinaires terrifiés par le chômage qui rôde comme la misère dans les cités de Seine-Saint-Denis. Thibault ripostait avec panache. Il appelait les veuves des victimes des incendies, ces femmes brisées de clichés, aux accents maghrébins ou subsahariens, qui pleuraient leurs enfants carbonisés. Lumière a menti, et mon client a payé de sa liberté pour leur silence. Témoignage déchirant. Une mère montrant des photos de son fils de 5 ans, souriant devant un sapin de Noël, avant le feu. La salle sanglotait. Même Élise essuyait une larme, feinte ou réelle. Puis, twist dans le twist. Un enregistrement vidéo, exhumé par Victor d'un serveur obscur, montrait Bertrand et Laurent en 2014, dans un bureau cossu de l'avenue Foch, complotant. Si Leblanc parle, on le coince pour le cyanure. Facile. Voix claire, visage net. Lagrange a hurlé au montage. Experts numériques ont confirmé l'authenticité. Bertrand s'est affaissé, murmurant à son avocat. C'est fini. Mais Élise. Ah, Élise était le pivot de la controverse. Son témoignage avait ouvert la boîte de Pandore. Accusations de violence conjugale, de chantage émotionnel. Des féministes défilaient devant le palais avec des pancartes « Justice pour Élise », la voyant comme victime collatérale du patriarcat industriel. D'autres, plus conservateurs, la traitaient de « femme fatale perfide », une Lady Macbeth en escarpin. Moi, je la regardais depuis mon banc, déchirée. Amour résiduel ou haine pure? Lors d'une confrontation finale, Thibault l'a poussée dans ses retranchements. « Madame Duval, avez-vous aimé Monsieur Leblanc ou l'avez-vous utilisé ?» Silence. Puis, d'une voix brisée, les deux. J'étais piégé, comme lui. Murmure dans la salle, le juge a suspendu pour outrage. Plus tard, elle m'a écrit, une lettre glissée par un greffier complice. « Pardonne-moi. Si je survis, je te rejoindrai à Bordeaux. » J'ai brûlé la lettre, mais les mots ont calciné mon cœur. La France, elle, se déchirait. Émeute à la Défense, employés bloquant les axes avec des palettes de panneaux solaires défectueux, criant « Leblanc assassin d'emploi ». Contre-manif d'écolo à Bastille, avec des yourtes et des discours enflammés sur la transition écologique sabotée par les lobbies. Macron lui-même a commenté lors d'un sommet à l'UNESCO « La justice doit être sereine, pas un cirque ». Hypocrisie, car des leaks révélaient que l'Élysée avait reçu des dons de lumière pour sa campagne. Victor jubilait. Son livre « Les ombres vertes » cartonnait aux librairies Gibert, un best-seller qui disséquait le scandale comme un cadavre sur la table d'autopsie. Personnellement, la tension culminait. Garnier, libéré sous caution, m'a tendu une embuscade près de l'hôtel, couteau en main. Pour Duval. J'ai tiré. Le Manurin a craché, le touchant à l'épaule. Sirène, arrestation provisoire, mais Thibault a plaidé légitime défense. Une nuit au dépôt, menotté à un banc froid, j'ai repensé à Fresnes, à la cellule d'Alexandre. Était-ce le cycle? Vengeance engendrant vengeance, jusqu'à l'abîme? Libéré le matin,
J'ai reçu un appel de Laurent, depuis sa planque suisse. Étienne, arrête. J'ai tout confessé à Interpol. Bertrand est fini, mais toi, tu vas te perdre. Sa voix, brisée par la culpabilité, m'a ému. Trop tard pour les regrets, ai-je répondu. Alexandre n'en a pas eu. Il a raccroché, et 2 jours plus tard, la nouvelle. Suicide à Genève, saut du balcon d'un hôtel de luxe. Lettre. Je rejoins les ombres que j'ai créées. Pardonnez-moi. La presse a titré « Le fantôme versétin » et le jury, ébranlé, a penché vers la clémence ou la rage. Les plaidoiries finales ont été un duel homérique. Thibault, passionné. Cette affaire n'est pas personnelle. C'est l'âme de la France en jeu: corruption, impunité, sacrifice des humbles pour les puissants assez. Lagrange, rusé. La vengeance de M. Leblanc a coûté cher. Famille ruinée, emploi perdu. Est-ce justice ou anarchie? Le jury s'est retiré. 3 jours d'attente tendue, pendant lesquels Paris retenait son souffle. Grève partielle chez EDF, pétition au Sénat pour une commission d'enquête. Moi, j'attendais dans une chambre d'hôtel anonyme, lisant Proust pour la 1000e fois, ces volumes reliés qui parlent de temps perdu et de mémoire empoisonnée. Ma mère appelait « Viens, Étienne. Laisse-les aux vautours. » Mais je ne pouvais pas. La vengeance, cette fois, n'était plus mienne. Elle était nationale, un catharsis collectif. Le verdict est tombé un après-midi de printemps, quand les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en un rosaire blanc, moqueur face à la laideur humaine. La salle d'audience, surchauffée par les respirations contenues, s'est figée lorsque le président du jury, un retraité aux lunettes épaisses, a lu le parchemin, coupable sur tous les chefs. Obstruction à la justice, faux témoignage, homicide involontaire par négligence. Bertrand Duval, 20 ans de réclusion, confiscation des biens. Élise, 8 ans, avec sursis partiel pour coopération. Lumière Industrie, amende record de 500 millions, nationalisation des actifs polluants, indemnité aux victimes, 10 millions pour la famille Leblanc. Moi, non-lieu total, avec dommages et intérêts pour diffamation. La salle a explosé. Applaudissements des uns, huées des autres. Le juge a dû appeler la force publique pour évacuer. Dehors, le chaos, feux d'artifice artisanaux des écolos, barricades enflammées des syndicats. J'ai traversé la foule, porté en triomphe par des inconnus, vive Leblanc. Mais foulé par d'autres, assassins d'emploi. Un œuf m'a atteint à la tempe, jaune coulant comme du fiel. Victor m'a exfiltré en scooter, zigzagant vers la Seine, où nous avons trinqué au pastis sur un banc des quais. Tu as gagné, frangin d'adoption, a-t-il ri. Mais était-ce une victoire? Alexandre n'était pas là pour applaudir. Sa tombe au Père-Lachaise fleurissait d'anonymes, roses rouges et pancartes innocents. Les suites ont été un lent dépérissement, comme un vin qui tourne au vinaigre. Bertrand a fait appel, depuis sa cellule de la santé, mais la Cour de cassation a confirmé. La France, lassée des scandales, voulait un bouc. Élise, libérée sous bracelet électronique, a disparu, rumeur l'a placée en cloître normand, repentie, ou à Tanger, amante d'un diplomate. Je lui ai écrit une fois, anonymement, la vengeance n'efface pas l'amour. Mais elle guérit la haine. Pas de réponse. Peut-être brûlée, comme sa propre âme. Lumière, rebaptisée Énergie publique, a viré au rouge, audits interminables, directeur limogé, usine reconvertie en coopérative ouvrière. Des milliers ont gardé leur job, mais d'autres ont sombré dans la précarité, maudissant mon nom lors de files d'attente à Pôle emploi. J'ai visité Clichy, les HLM noircis par l'incendie, et les veuves m'ont serré la main. Merci pour nos morts. Mais un père, ouvrier licencié, m'a craché. Tu as vengé ton frère. Qui vengera mes filles affamées? J'ai touché l'indemnité, 5 millions nets, et fui Paris pour Bordeaux, cette ville de vin et de pierre claire, où les vignes s'étirent comme des veines ouvertes sur les collines du Médoc. J'ai acheté un domaine modeste, Château des Ombres, et planté des cépages résistants au climat fou, symbole, peut-être, d'une résilience française. Les jours se fondent en vendange et en silence. Je marche parmi les rangs, écoutant le vent murmurer des secrets, écrivant des mémoires que j'hésite à publier. La vengeance verte? Trop sensationnel. Victor pousse, ça sera ton j'accuse à toi. Mais je doute. La vérité divise. Mieux vaut la laisser mûrir, comme un grand cru. Ma mère est venue s'installer, dans une aile du domaine, cultivant un potager où poussent tomates et regrets. Tu as fait ce qu'il fallait, Étienne, dit-elle en épluchant des oignons, larmes aux yeux. Alexandre sourit, là-haut. Je hoche la tête, mais les nuits, quand la girouette grince sous la tramontane, je rêve encore, Alexandre, pendu non par une corde, mais par des fils de marionnettistes, les Duval, tirant les cordes. Et moi,
spectateur impuissant, ou pire, complice. Le twist final, celui qui hante mes veilles, est venu 6 mois après le verdict. Un paquet anonyme, posté de Genève. La lettre originale d'Alexandre, authentifiée, mais avec un codicile que personne n'avait vu. Étienne, si tu lis ça, ne venge pas vie. Pour nous deux. Forgé par Laurent avant son sceau? Ou vrai? Les experts penchent pour l'authenticité, mais mon cœur. Il débat encore. Était-ce justice, ou un cycle infernal que j'ai perpétué? La France, avec sa devise liberté, égalité, fraternité, fracture toujours, héros pour les uns, paria pour les autres. Moi, je récolte mes raisins, et je bois à la santé des fantômes amers, mais nécessaires. Fin ou début? Paris appelle parfois, par un coup de fil de Victor, nouvelle affaire, Étienne. Les Duval reviennent par la petite porte. Je raccroche, sourire aux lèvres. La vengeance n'est jamais finie. Elle est comme la Loire, sinueuse, éternelle. Et moi, Étienne Leblanc, je suis son passeur.